En amour, on dit souvent qui se ressemble s'assemble. Des sociologues et des scientifiques se sont penchés sur la question. D'après une étude publiée par le Journal of Personality and Social Psychology, on aurait en effet tendance à choisir des partenaires qui nous ressemblent et qui partagent notre vision du monde. Quand Margot rencontre Niels, c'est le coup de foudre au premier regard. En apprenant ensuite à le connaître, elle découvre combien ils sont complémentaires, mais ils ont bien plus de similitudes qu'elle ne le croit. Vous écoutez Transfert, épisode 254, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. En 2008, j'habite dans une coloc où on est 5. Donc c'est une très bonne période. Je suis dans la vingtaine, j'aime faire la fête, je gagne un peu ma vie. Je travaille déjà comme styliste la journée et le soir, je suis des cours d'illustration et de graphisme parce que j'ai encore envie d'apprendre et que j'ai encore des choses à faire en tant qu'étudiante. Donc un soir où je pars pour aller à mon cours d'illustration, je croise dans le couloir, en sortant de chez moi, ma coloc, suivie de son cousin. Et là, j'ai un flash total. Je trouve que son cousin est magnifique. Je le croise, on se regarde tous les deux, et puis je crois que je lui dis juste bonjour. Et puis je sors, ça s'arrête là. En rentrant de mon cours, je dis à ma coloc, trop beau ton cousin. Et là, elle me dit, laisse tomber, il est en couple depuis un bon moment. Puis là, je lui dis, de toute façon, moi aussi, en fait, c'est juste que j'ai flashé, quoi. Le temps passe et je décide de m'installer avec mon compagnon. On prend un appart pas loin de la coloc. C'est quelque chose de très dur pour moi de quitter cette coloc parce que j'ai un attachement énorme pour mes colocs, pour les fêtes, pour tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. Mais je me dis, voilà, c'est le moment de tester si notre couple fonctionne, c'est qui tout double. Donc voilà, on déménage ensemble. Notre couple va moyennement bien et je pense que, j'attends de voir, en fait, ce que ça va être de vivre avec lui. J'ai 26 ans et ça me semble un bon moment. Et puis, donc on s'installe, quelques mois, la vie tourne, ça va plus ou moins bien. Professionnellement, moi, je me développe à fond, dans l'illustration aussi. Mon ancienne coloc, du coup, va, fêter son anniversaire. Je vais m'y rendre et je pense que, son cousin sera là. Entre-temps, son cousin a quitté sa copine et il est célibataire. Moi, je suis toujours en couple, mais je suis excitée à l'idée de le revoir et de savoir qui sera à cette fête. Mon compagnon n'est pas là ce soir-là et je vais donc à la fête avec des amis. Donc j'arrive à cette fête, donc et là, je vois Niels, il est comme dans mon souvenir, quoi, il m'attire toujours autant. Et je commence à discuter avec lui. Alors je découvre, un homme un peu timide, mais qui me plaît tout de même. On discute de son métier, il travaille dans le cinéma, il est déjà à fond dans la vie active et ça me plaît en fait parce que mon compagnon est plutôt encore étudiant, il n'a pas de voiture, j'ai plus l'impression que je dois le porter alors que Nils est vraiment, parti dans sa vie active et ça me plaît. La soirée se passe et je danse beaucoup, j'adore danser. Pendant que je danse, en fait, à un moment donné, nos regards se croisent et ne se lâchent plus. C'est un moment, super intense, très bizarre parce que, je me sens comme aimantée, quoi, je me sens attirée par son regard et je vois qu'il lâche pas le regard non plus. Ce regard, j'ai l'impression qu'il dure des heures. Ouais, il doit peut-être durer, 1 minute. Je suis partie dans l'optique où j'allais flirter un petit peu avec lui et quand on a ce regard entre nous, je sens que je vais un peu trop loin, en fait. Je suis pas prête à aller plus loin, je me rends compte que je dépasse une limite et pourtant, je sais pas enlever, mon regard. Donc la soirée se passe, je prends un peu distance parce que j'ai eu peur de ce regard et puis la fête se termine, je vais dormir. Je sens qu'il me cherche, en fait. Je sens qu'il aimerait savoir où je dors, mais quand il voit que, voilà, je me suis mise dans une autre chambre avec, d'autres personnes, il s'en va et je ne le revois plus, en fait, parce qu'il part très tôt le matin pour aller travailler et donc voilà, ça s'arrête là. Au matin, on ne se recroise pas et je rentre chez moi. J'ai vécu un chouette moment, je le garde au fond de moi, j'en parle pas spécialement, sûrement pas à mon compagnon. Je me dis que
si je me laisse comme ça séduire par quelqu'un, c'est qu'il doit vraiment avoir un problème dans mon couple. Je me pose des questions sur, le fait d'être amoureuse ou pas. J'avoue que je sais plus trop où j'en suis. Mais j'ai encore envie de tenter. Je sens qu'il y a encore quelque chose à faire. En tout cas, je suis pas du tout prête à du jour au lendemain, à arrêter tout. Quelques jours plus tard, je reçois un mail de Niels qui, a retrouvé mon adresse, via le mail d'invitation de sa cousine et qui me propose d'aller boire un verre. Là, je me rends compte que j'ai pas été très claire avec lui parce que lui ne sait pas que je suis en couple. Donc je réponds à son mail en lui disant que j'ai passé un chouette moment avec lui, mais que je suis en couple et que voilà, il faut pas que j'aille plus loin, que c'est dangereux, que je l'apprécie beaucoup, mais qu'on en reste là. Un mois plus tard, toujours, en allant à mon cours d'illustration, en soirée, j'y vais en vélo et là je passe sous un pont, dans un endroit un peu glauque, mais donc je passe en vélo, il fait noir, on est en plein hiver et là j'entends mon prénom et donc je me retourne, je le reconnais pas tout de suite. Je me rapproche, tout d'un coup je fais tilt, je le reconnais, c'est Niels. Sa barbe a poussé, il a coupé ses cheveux, je le trouve vraiment, super séduisant et il reconduit une comédienne, à la gare. Donc là, je m'arrête, je pense que ça doit durer 1 minute. Je me dis, je lui dis d'abord: «Désolée, je t'ai pas reconnu tout de suite». Mais moi, je flash complètement. Je remonte sur mon vélo, je vais à mon cours et je ne pense qu'à lui. Donc depuis, notre échange de mails, j'ai quand même récupéré son numéro de téléphone. Pendant mon cours de dessin, je lui envoie un message. En rentrant de mon cours, d'illustration, mon compagnon, n'est pas là ce week-end-là. Je décide d'ouvrir MSN et je me dis que si Neil s'est connecté, je vais, lui envoyer un message et lui proposer d'aller boire un verre. J'ouvre MSN, je le vois connecté et donc je me dis: «C'est bon, je fonce, quoi» et là, je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu veux boire un verre?» Il se trouve qu'il est chez un ami à 2 rues de chez moi et donc on se retrouve, je pense 10 minutes, un quart d'heure plus tard, dans le bar du coin et là, on peut dire que la magie opère totalement. Le temps s'arrête un peu. On est, tous les 2 attirés l'un vers l'autre, on ne fait que discuter. Je pense qu'on ne se touche pas. On pourrait dire qu'on se touche du regard tellement c'est fort. On est dans notre bulle et on vit un moment, juste extraordinaire. Au moment où, on sort du bar et que, je sens qu'il est temps de rentrer chez moi, j'ai vraiment très envie de le prendre dans mes bras. Par contre, ça dépasse complètement, mes limites de fidélité, les valeurs que j'ai par rapport au couple, je me rends bien compte que je ne peux pas, en fait, aller plus loin, même si j'en ai, super fort envie. Donc ce soir-là, de nouveau, on se dit, au revoir normalement, mais là, je rentre chez moi et je me dis: «En fait, je suis dans la merde». Là, je suis complètement perturbée. Je me rends compte que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne fais rien transparaître auprès de mon compagnon, il se doute de absolument rien. Mais le lendemain, vu que mon compagnon est parti tout le week-end, j'ai besoin de revoir Niels, c'est un aimant, j'ai je sais pas faire autrement en fait, je sens que c'est ce que je dois vivre et que c'est ce que je dois faire et donc je lui repropose, le lendemain d'aller boire un verre, plutôt dans son quartier cette fois-ci. Son quartier le vendredi soir, il est juste bondé, donc le bar où on veut aller, il y a pas de place. Donc on se dit qu'on va aller chez lui. Quand on va chez lui, je sais que je vais transgresser quelque chose et que ça va aller plus loin et je m'en réjouis sur le moment même. Je crois que je décide de vivre au présent et donc on se retrouve chez lui, tout m'attire en lui. Ce qui doit arriver arrive et voilà, on s'embrasse et c'est super fort. On fait l'amour ce soir-là. De nouveau, je me dis, peut-être qu'à la fin, je vais me dire que finalement c'était pas si bien et que voilà, je vais retourner dans mon couple. Mais c'est tellement fort que là, il y a un truc qui s'est passé, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc là, il faut que je me rende à l'évidence, OK, là, je viens de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, ça match super bien entre nous 2 et il faut que je fasse quelque chose. Je passe la nuit chez moi quand même, cette nuit-là et le lendemain, mon compagnon, revient. Là, je me sens hyper bien
et en même temps hyper mal. Je me sens coupable à mort pour mon compagnon et donc voilà, je suis vraiment dans une dualité à ce moment-là. On passe notre journée assez normalement et le soir, on est invité chez des amis, donc avec mon compagnon et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Je prends mon compagnon dans les bras et je le serre fort, mais je me rends compte que j'ai pas envie de le serrer lui, en fait, c'est pas du tout à lui que je pense. J'ai envie de l'embrasser, mais c'est pas du tout lui que j'ai envie de rembrasser. En rentrant de cette soirée, je décide de lui dire que je dois prendre du recul. Je me rends bien compte que je suis incapable de vivre cette double vie, c'est juste pas possible. Donc je lui dis: «Demain matin, je vais partir pour une semaine. Je vais aller vivre chez une amie». Alors je lui parle pas du tout de cette rencontre. Il sait bien que ça fait quand même un moment que ça va pas super bien entre nous, donc il est quand même un peu étonné que ce soit si soudain, mais OK, il me laisse, prendre ma semaine, quoi. Je vais, dormir dans la salle de bain d'une amie pendant une semaine. En fait, j'ai une amie qui habite, dans un entresol. Elle a une très grande salle de bain qui est sur le palier. Donc je m'installe là, en me disant que je vais vivre là une semaine, que je vais pouvoir y réfléchir. Sauf que, de nouveau, Nils et moi, on n'a qu'une envie, c'est de se revoir, on s'envoie des messages tout le temps. Lui, il sait que je suis partie de chez moi. Donc cette semaine où je suis censée prendre du recul, je la passe, presque entièrement avec lui. Une semaine après, donc jour pour jour, je dis à mon compagnon que c'est terminé. On arrête là. Je lui explique que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis vraiment désolée, mais voilà, on arrête là. C'est très dur toujours, hein, de vivre en même temps une passion, folle et de vivre en même temps une rupture, donc moi je suis complètement paumée. À la suite de cette rupture, je me rends compte que j'ai pas, envie de me remettre tout de suite en couple avec quelqu'un malgré, la force de ce qu'on vit. Donc j'explique à Nils que j'ai besoin de prendre le temps, peut-être de vivre d'autres histoires. En tout cas, on décide que notre histoire, c'est un plan cul et que je reste libre, voilà, je crois que ça me fait du bien de juste prendre ces décisions-là. Je suis pas prête à m'engager, corps et âme dans cette relation. Malgré tout, en fait, il y a que lui que je vois. Donc on vit, une relation hyper fusionnelle et hyper forte. Il gagne sa vie, il a sa voiture, il m'emmène en week-end, il m'offre, un saut en parachute, il m'emmène dans des super beaux restos, je sens qu'il est fort attaché à moi, moi je suis complètement sous le charme aussi, je suis en train de tomber complètement amoureuse et je pense que ça fait déjà un moment que je sais que je suis amoureuse de lui. Voilà, on vit ça intensément. Il me propose de partir une semaine, en vacances. Donc je me dis: «Beh, pourquoi pas, en fait? Allons-y». Ça fait 3 semaines qu'on se connaît, 3 semaines en tout cas, qu'on a passé le cap. On part une semaine donc dans le sud de la France avec, sa cousine et son copain. Donc voilà, on passe une semaine très intense. Au retour des vacances, son meilleur ami qui est marin rentre, de voyage et donc il lui parle de moi. Son ami tape mon nom sur internet et il dit: «Ah, c'est comique, il y a son arbre généalogique». Un peu plus tard, il me raconte sa conversation avec son ami. Là, on est ensemble et par curiosité, il aimerait aller voir, mon arbre généalogique. Donc voilà, on tombe sur l'arbre et à un moment donné, il ne dit plus rien et je vois qu'il traverse l'arbre, et je dis: «Mais tu vas où là? C'est pas là moi que je suis». Et puis il tape son nom dans la barre de recherche. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu fous? Tu es sur mon arbre généalogique». Et là, il tape son nom et son nom apparaît dans l'arbre. Je comprends rien. Je dis: «Quoi? Ta famille aussi a un arbre généalogique?» Je ne comprends pas. Et puis lui m'explique, il me dit: «Regarde, là c'est mon père» et puis il remonte, il dit: «Là c'est ma grand-mère». Il va à droite et là il dit: «Et là c'est la tienne». Et là je me rends compte qu'en fait, ma mère est la cousine de son père et que nos grands-mères sont sœurs. Alors lui, ça le fait rire un peu. Moi, ça me fait pas rire du tout. J'ai l'impression que notre histoire s'arrête là. J'ai d'abord besoin d'une confirmation, donc j'envoie un message à ma mère pour savoir si elle a bien un cousin qui s'appelle François. Elle me répond: «Oui, pourquoi?» Avant d'avoir la réponse au message, je ne veux pas y croire. C'est simplement ça, je veux dire la réponse elle est là sur l'écran, elle est devant moi, mais je veux pas y croire. Je me dis qu'il y a une erreur, et là, en fait, je veux plus qu'il me touche. J'ai l'impression, qu'on ne peut pas, que c'est complètement interdit, je me rends compte qu'on est petits cousins et que
c'est pas possible en fait, tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule. On a très vite parlé d'avoir des enfants et je dis: «Mais en fait, on peut pas». Ma vie s'écroule à ce moment-là, vraiment. Ce que je ressens, c'est un interdit, c'est la peur du jugement. Là, je pense qu'on doit tout arrêter. Donc lui, ne prend pas du tout la nouvelle de la même manière que moi. Il se veut très rassurant. Il dit: «C'est pas grave, c'est quand même pas si proche, on n'est quand même pas juste cousins, on est petits cousins». J'ai besoin de digérer, j'ai besoin de quelques jours et je me rends vite compte qu'il me manque en fait, que je j'arrive pas à vivre sans lui et que j'ai besoin de le voir. Et je pense que petit à petit, je me fais à l'idée. On en parle, à nos parents. On vit dans une énorme famille, une très, très grande famille, donc moi, je connais même pas tous mes cousins et lui non plus d'ailleurs. Par contre, évidemment, nos parents se connaissent et eux, l'annonce, ils la vivent peut-être plus, comme quelque chose de bien. «Ah, nos familles vont être rassemblées, on connaît, les parents d'un tel», enfin, ils vivent pas ça de la même manière que moi, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, c'est rigolo, quoi. Je n'ai jamais connu ma grand-mère, donc la sœur de la grand-mère de Niels. Quand j'apprends que nos grand-mères sont sœurs, j'ai très envie de rencontrer la sienne. Malheureusement, le timing est mauvais parce que sa grand-mère est malade et elle décède, avant que je puisse la rencontrer. Voilà, ça reste une grosse frustration de ne pas pu avoir rencontré sa grand-mère, qui était la sœur de la mienne que je n'avais jamais rencontrée. On se rend compte que légalement, on a tout à fait le droit d'être ensemble. Légalement, on ne peut pas, être en couple avec son frère ou sa sœur, on ne peut pas être en couple avec son oncle, ou ses parents, mais en soi, entre petits cousins, c'est autorisé. J'ai besoin de prendre des renseignements sur ce doute que j'ai par rapport aux enfants, c'est important pour moi. Le papa de Niels, travaille dans un laboratoire, génétique justement et donc grâce à lui, on peut avoir, vraiment des statistiques sur, le fait d'avoir un enfant mal formé, et en fait, on se rend compte que la malchance d'avoir un enfant mal formé, elle est, juste, minime. Je crois qu'on a, 0,02 de chance d'avoir un enfant handicapé quand on a une personne, normale, éloignée et nous, on doit avoir, 0,022 de chance. Mais donc quelque chose de vraiment très, très minime et là, ça me rassure un peu. Je me dis: «OK, en fait, ça va, c'est pas si grave. En fait, le danger, c'est surtout que ça se reproduit sur plusieurs générations». Petit à petit, avec le temps, je me fais à l'idée et j'arrive à vivre avec ça et en même temps, je sens que j'ai besoin de prendre un peu de recul, pas spécialement à cause de cette annonce, mais parce que je ne suis pas tout à fait prête, à m'investir, maintenant de nouveau dans une relation de couple à longue durée. J'ai le besoin de faire d'autres rencontres, de voir d'autres gens. En fait, c'est peut-être plus pour valider le fait que c'est Niels, le bon. Je vis d'autres histoires et Niels, il est pas pour, en fait, mais je pense qu'il a pas le choix. Vu que moi je vis d'autres relations, lui décide aussi de se laisser aller dans d'autres relations. On décide aussi de plus trop se voir pendant un mois. Un jour avant la fin des 30 jours, je l'appelle. J'entends qu'il est très déçu que je n'ai pas tenu un mois, en fait. Je me dis: «Mais enfin, c'est pas grave, c'est un jour de moins». Et en fait, là, au téléphone, je me rends compte qu'il vit aussi d'autres histoires et que j'ai intérêt de me manier si je veux le garder. Et donc je sens que c'est maintenant, que je peux pas jouer, à ce jeu-là, pendant plusieurs mois. Donc là, ça me fait un déclic. À ce moment-là, je prends une décision. Je me dis: «OK, c'est fini les bêtises et maintenant je veux le rassurer. Je veux lui dire que je vais être fidèle, que je veux être qu'avec lui». Et je lui écris une lettre. On est le 12 juin. On est presque, 6 mois, un peu plus de 6 mois après, notre premier baiser. Et là, je lui fais ma déclaration, je lui dis que je veux être à 100 avec lui. Mais il faut quand même que je lui envoie un petit SMS pour qu'il relève sa boîte parce que là, j'ai pas de nouvelles et que je me rends compte qu'en fait, il relève pas sa boîte aux lettres tous les jours. Donc là, j'en peux plus, il faut que je lui dise d'aller relever sa boîte aux lettres parce que sinon je risque d'attendre 3 jours, quoi.
Ça le rend super heureux, je pense que ouf, je suis pas arrivée trop tard. Il a toujours envie, de construire quelque chose avec moi et là, je me rends compte qu'il y a plein de barrières qui tombent, en fait. J'ai fait mon deuil de ma relation d'avant. J'ai envie de vivre, cette vie avec lui et les choses vont très vite. Je change d'appartement, mon ex-compagnon était déjà parti, hein, j'étais restée seule dans l'appartement, mais là, rapidement, je change d'appartement, donc je prends un appartement toute seule. J'y vis 6 mois. J'ai un appartement seul, où on s'est vu beaucoup et où on se voit beaucoup. Je n'y reste pas longtemps. Donc on est en juin 2009 et je pense qu'en mars 2010, on déménage ensemble. On déménage, à la campagne. On vit notre histoire, ça se passe super bien, on est hyper connectés. Donc avec notre déménagement, on décide de planifier un voyage. Je rêve de faire un grand voyage, en couple, donc je sens que c'est le moment, je sens que c'est avec lui. On organise un voyage de 2 mois en Patagonie. On part, en janvier 2010. On fait un grand trip, en Argentine et au Chili, en passant par Ushuaia, à pied, en bus, on trace des kilomètres. C'est, aussi un voyage où on décide, de faire un enfant et ça fonctionne, très vite. Donc, on revient, en Belgique avec, un petit bébé en formation. J'ai 28 ans. Notre fille, naît, on est vraiment les plus heureux parents du monde et on décide de déménager, d'acheter, une maison. Donc on achète, une maison dans un habitat groupé, voilà, avec, 4 familles. On rachète une ancienne ferme et on vit plein de projets. On se rend compte qu'on est très compatibles, sur notre manière de vivre, sans doute aussi dû, à notre éducation. Dans la rénovation de cette maison, on se trouve, plein de compatibilités. Lui adore faire les travaux lui-même et il fait presque, tout lui-même dans la maison. Moi, j'ai mon petit côté, artistique, déco, tout ça et on se complète super bien sur nos envies. On se crée un beau petit nid. On a un deuxième enfant, un petit garçon en 2012, donc 2 ans après la première. Et puis en 2017, en voyant qu'on fonctionne super bien ensemble, en tout cas dans tout ce qui est artistique, on décide de développer notre propre marque, de mobilier. Alors un peu plus tard, je me rends compte que moi j'ai envie d'un 3e. Donc en 2018, naît notre troisième enfant, une petite fille. On s'était toujours dit que, quand on aurait tous nos enfants, on se marierait. En juin 2021, on se marie avec nos 3 enfants autour de nous. C'est un mariage, à notre image. Je pense qu'on se marie chez nous, donc dans le terrain de l'habitat groupé, dans les bois. On fait une cérémonie dans les bois. C'est très, très beau, très bucolique. C'est l'année où il pleut tout le temps. On a eu une journée de beau temps et c'est ce jour-là et donc ce mariage, il se fait 13 ans après notre rencontre. On fait pas spécialement le lien avec le fait qu'on est petits cousins, mais on se rend compte qu'on a des éducations très similaires au niveau des enfants. Même si chez lui, peut-être l'éducation est peut-être un peu plus stricte, on est quand même toujours sur la même longueur d'onde par rapport à comment faire avec nos enfants. Par exemple, Niels, quand il débarrasse la table, il range, ses couverts, donc il met les couteaux en dessous des fourchettes. C'est toujours vraiment très bien rangé. Ma mère, quand elle vient manger chez nous et quand elle voit qu'il range les couverts comme ça, en fait, ça lui donne plein de souvenirs. Elle dit: «Ah mais en fait, moi aussi je rangeais les couverts comme ça» et donc chaque fois qu'elle vient à la maison, elle range les couverts comme ça, je pense, pour lui faire plaisir et en même temps, pour le petit souvenir de son éducation à elle qu'elle ne nous a pas donné, à nous. Le fait d'être petit cousin, est devenu complètement, anecdotique. Si, par exemple, on se retrouve à une fête de famille, effectivement, les gens, nous connaissent en tant que couple, que famille. C'est plus du tout quelque chose qui est important. Par contre, je me rends compte que, voilà, avec les nouvelles personnes que je rencontre, voilà, il m'arrive, de me confier, d'en parler. Moi, j'en parle, comme une petite anecdote et je vois quand même que certains se questionnent.
qu'il y a une petite gêne, que les gens se rendent compte que c'est quand même pas hyper normal. Et en tout cas, pour nous, on a accepté le fait que ça puisse, peut-être choquer un peu certaines personnes. Aujourd'hui, on est mariés, on a 3 enfants de 12, 10 et 4 ans. On a développé notre activité ensemble. Depuis le début de notre relation, on est hyper compatibles. On se retrouve dans beaucoup de projets, dans beaucoup d'envies, dans beaucoup d'idées. Je ne regrette absolument pas d'avoir, passé le cap de rester avec lui malgré, le lien. Si je devais recommencer, je recommencerais, pareil. Je suis vraiment heureuse d'avoir, suivi mon cœur parce que le jour où je l'ai croisé pour la première fois, j'ai eu une intuition et que cette intuition, c'était la bonne. J'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti et je pense que quand on rencontre, la bonne personne, en fait, on est vraiment prêt à traverser beaucoup de choses. Je pense qu'avant de rencontrer la bonne personne, on se demande, comment savoir quand je l'aurai rencontrée et ce n'est que quand on l'a rencontrée qu'on sait. On sait que là, c'est la bonne, en fait, on se pose plus la question. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que si j'avais appris avant notre rencontre qu'on avait un lien familial, jamais je ne me serais autorisée à vivre cette histoire. Vous venez d'écouter Transfert épisode 254, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Capucine Rouault. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.